Vous voyez, parce qu'on va passer quand même à l'homme du jour, et on refera peut-être un tour à la fin si on a un peu de temps. Euh, Jonathan Davis, je l'ai fait gagner 15 places. Voilà, il a fait pouah. Et maintenant il est 9ème chez moi. Donc il était 24ème. Je l'avais vu 5-6 matchs avant de le caler. Et j'étais pas hyper convaincu. Et je le regardais en me disant, bon, en fait, au début je regardais pas les matchs pour lui. Et je l'avais placé. Il y avait des trucs qui me titillaient. Je l'ai revu. Et je me suis dit, ok, ok, il y a des choses que j'avais ratées, il y a des choses que je peux pas dénigrer. Donc il a gagné 15 places et c'est ce qu'on va essayer d'aller regarder maintenant. Pourquoi Jonathan Davis est partout mis comme un top 10, parfois il est mis dans le top 5, top 6, top 3 chez certains, chez certaines mocks. Là-dessus je suis pas d'accord. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être le triptyque et est-ce qu'il mérite ou pas ce statut? On va aller regarder ça. Est-ce que Griffin peut pas entrer dans mon tier 1? En tout cas dans le tien, oui, il peut. Il y a des forts arguments pour ça. Tier 2, on est d'accord que ça dépasse pas 3 joueurs, ça dépend de chacun. En fait, un tiers, c'est pas un nombre de joueurs, un tiers, c'est ce que tu attends comme rôle. Moi, tier 1, c'est franchise player, en gros, pour le faire en résumé un peu grossier. Et tier 2, c'est lieutenant, ou en tout cas potentiel All-Star, voire lieutenant, donc deuxième, voire troisième option. Et donc après, ça dépend de la qualité de ta QV. Là, on est dans une QV assez faible, donc j'ai un tier 2 assez réduit, où je vais très rapidement sur mon tier 3 qui est titulaire NBA, homme de rotation plus. Et voilà, tout simplement. Chaque année, ça varie. Que le train de l'hype me fait peur sur Davis, oui, il y a un gros train de la hype. Normalement, ça devrait se calmer quand même, hein. Vous savez, chaque année, on vend du clic chez ESPN, chez Draftroom et tout ça. Donc c'est normal. Et il faudra attendre la dernière mock pour pouvoir avoir un peu plus d'avis. Et voilà, donc vous inquiétez pas, c'est leur travail de vendre de la hype, de mettre des mecs top 5 et le lendemain de les mettre hors loterie. Voilà, faut essayer de trouver un avis objectif en comparant plusieurs avis. Moi je vous en proposais un ce soir et derrière vous faites le vôtre et vous voyez comme ça. Donc la plupart des équipes NBA finalement ne se fient que très peu aux grandes moques, hein, et se font leur avis par elles-mêmes. Alors, notre ami Jonathan Davis. Si on va sur son profil, donc depuis le board vous l'avez là, pour ceux qui nous rejoignent, effectivement on parle de Davis, Johnny Davis, Jonathan Davis, sophomore. Cette année il explose, l'an dernier au niveau de la Big Ten il joue 24 minutes, il est remplaçant, c'est ce que vous voyez ici. Il met 7 points, et cette année il explose, il devient titulaire star de l'équipe, 35 minutes par match. C'est un des plus gros volumes, enfin c'est le plus gros volume de son équipe, 16 tirs par match qui est un volume très conséquent quand on s'intéresse à un joueur NCAA, 45% en global. On voit 33% à 3 points avec 4 tirs par match, donc le volume commence à devenir intéressant, le pourcentage est assez faible et on va essayer de voir pourquoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de pull-up, est-ce que c'est que du catch and shoot? Ce qu'on revoit aussi, c'est que le joueur prend 6 lancers francs par match, c'est un joueur qui trouve souvent des fautes, qui est assez agressif. On mettra ça en relation, comme d'habitude, avec le nombre de tirs pris près du panier, parce que vous savez que c'est des chiffres qui sont très fortement liés. Si vous avez un joueur qui prend 16 tirs, mais sur les 16 tirs, il y a 6 tirs près du cercle, 10 tirs à mi-distance, et qu'il a 6 lancers francs, c'est qu'il est très agressif et qui fait tomber des fautes. Et ça, c'est très intéressant. Si sur les 16 tirs, c'est que près du cercle et qu'il joue et qu'il a que 6 lancers francs, c'est qu'en fait, il a du mal à trouver du contact. Et là, c'est un peu plus embêtant. Au lancer franc, il est efficace, 77%. Et après, vous voyez, c'est un joueur complet, 8,3 rebonds, 2,4 passes, on regardera ça aussi, et 2,3 turnover, donc un assist ratio turnover en gros à 1, ce qui est correct, mais c'est pas bon quand on parle d'un créateur balle en main, d'un initiateur de jeu, et pour un total brut à 21 points, en gros. Quand on regarde les stats avancées, là je suis sur Hoopmat, vous avez les ressources aussi, si vous tapez ressources tout simplement avec le chat, avec le bot, vous avez Hoopmat et Hoop Explorer. Pour ce soir, on prendra que Hoopmat, ça nous suffira. Quand on voit les chiffres, alors Hoopmat, ça nous montre quoi? Ça nous montre la répartition des tirs du joueur dans chaque compartiment du jeu. Donc le pourcentage de tirs pris près du panier, les deux points longs ici, et là à 3 points. Et ensuite vous avez pour chaque secteur l'efficacité et est-ce que le tir est pris, en tout cas est-ce que le tir marqué est issu d'une passe décisive ou non. Johnny Davis, premier volume de l'équipe, on voit ça. On a une répartition assez homogène. Un tiers près du cercle, un tiers à mi-distance,
Pardon, 44% à mi-distance, donc un peu plus à mi-distance, excusez-moi, et un petit peu à moins à 3 points, mais c'est assez homogène, il tire de partout avec une préférence pour le mid-range. On voit qu'au cercle, 62% de réussite, ce qui est bon. C'est pas élite, mais c'est très bien pour un poste ailier. Il joue 2-3 en NCAA, moi je le projette sur du 3-4 en NBA, et on va essayer de voir pourquoi. Tu vois, Shostigel, j'ai anticipé ta question. Je le projette sur du poste 3-4 et je vais vous expliquer pourquoi, malgré le fait qu'il fasse que 1m96 et 88 kg pour le moment, on voit que la plupart de ses tirs, il les prend en se créant lui-même son accès au cercle. Donc c'est un joueur qui a beaucoup la balle en main et qui doit se créer son propre tir. Quelque chose qu'on revoit au niveau du mi-distance, beaucoup de tirs mi-distance uniquement du pull-up, globalement avec une belle efficacité de 37%, ce qui est un bon indicateur quand on veut savoir si un joueur va tirer, de regarder aussi le 2 points long, surtout quand il est pris en pull-up. Ça veut dire que le joueur est capable de se créer un espace, de se créer un tir difficile en NCA. Et à 3 points, un petit volume, mais qui commence déjà un peu à chiffrer, 3-4 tirs par match, 33%, et on voit que c'est 2 tirs de catch and shoot. Donc ça veut dire qu'il prend quand même du pull-up, et sur un tiers de ses tirs, et on regardera ça ensuite après. Le free throw rate est à 40%, mais on voit qu'il en tire 6 par match, que un tiers de ses tirs sont pris près du panier, donc ça veut dire que vous avez 5 tirs par match, donc il prend 6 lancers francs par match pour 5 lay-up en gros par match. C'est un joueur qui provoque des fautes. Donc quand il va au cercle, il arrive à trouver du contact, à trouver des fautes, et ça m'intéresse. Et une fois qu'il va au niveau de la ligne, il est efficace, il peut sanctionner même s'il y a un travail à faire à améliorer. Ça c'est pour le profil brut statistique. Maintenant on va aller voir du film. Je vous ai préparé des petites playlists, vous avez l'habitude de ça. Hop, je me mets là. Alors, comment ça va se passer? Je vous explique tout avant, pour les habitués, vous connaissez. J'ai fait 4 playlists, on va regarder d'abord en laissant tourner ce que Davis peut faire balle en main dans son drive, ensuite comment il joue le pick and roll, ensuite comment il tire, et enfin comment il défend. Et après, une fois qu'on aura fait un tour d'horizon, on regardera du clip un peu au ralenti, on fera des pauses, on prendra les questions, etc. On va commencer par le drive. Alors comme d'hab, ça prend un petit peu à charger, vous connaissez ma vieille bécane, ma vieille machine. Est-ce que le son est bien mute? Oui, je pense que c'est bon. La dernière fois j'ai fait un thread sur Twitter et j'avais oublié de mute le son sur certains extraits, donc vous avez un fond de stream en même temps, ça me régale. Là c'est mute. Donc Davis, c'est un joueur, on va laisser tourner pendant que je parle, hein. C'est un joueur qui n'est pas un énorme athlète, qui va pas avoir la tête au cercle, comme on aime bien dire, mais qui a une aisance balle en main qui lui permet de finir près du panier des deux mains, capable de finir main droite, capable de finir main gauche, capable d'accélérer, de changer de vitesse dans son drive, et ça c'est une comment dire, un skills qui est évalué, être capable d'avoir un drive qui est pas uniforme, donc changer de main, changer de direction, changer de vitesse, accélérer, ralentir, capable de gérer son propre dribble, donc ça veut dire allonger la longueur du dribble ou raccourcir pour être dans le petit périmètre. Alors en même temps j'ai des questions, je les prends vite fait. Stojakovic, est-ce que tu connais une chaîne YouTube pour des full game NCA? Il y en a une. Tu peux, dans le chat, si tu remontes, elle était marquée. Sinon ce que tu fais, tu vas sur YouTube, tu cherches un match qui s'est diffusé genre dans les derniers jours. Tu mets longueur de vidéo 20 minutes ou plus. Tu mets date d'apparition sur la semaine ou dernier jour et tu trouveras facilement normalement si ça existe. Et ça existe, il y en a une qui vient de rouvrir. Naël, on parle de Jonathan Davis. Et t'as la commande player si jamais t'arrives dans un autre live et que tu sais plus, tu peux toujours faire la commande player et tu auras tout ça. Donc voilà. Johnny Davis, comme on l'a dit, donc c'est un mec qui est capable de se créer son accès au cercle, qui a des bons fondamentaux de pied, une belle polyvalence balle en main, capable de finir des deux mains, un dribble efficace. Et donc pour ça que j'y crois comme un créateur en NBA à terme, je pense que ça ne peut pas être qu'un finisseur. Et d'ailleurs, je pense que si on le prend pour finir uniquement les actions, il y a mieux que lui, que ce serait du gâchis.
Et du coup, j'espère que l'équipe qui le prend, elle a pour projet, hein, c'est un projet, ça reste un jeune joueur, d'ici 2 3 ans de l'avoir comme un créateur secondaire à la, et on va mettre des grosses guillemets, Devin Booker. Euh, Parce que c'est un mec, comme je dis, qui a des bons fondamentaux et qui est capable de se créer un espace. C'est un joueur, vous allez le voir dans les clips, qui va avoir besoin, comme il n'est pas hyper explosif, qui va avoir besoin de devenir très physique. Il va devoir rajouter de la masse sur son corps pour gagner en puissance au contact et pouvoir imposer son contact sur les défenseurs et ainsi se faciliter l'accès au cercle et surtout pouvoir créer un meilleur écart. Ce que Devin Booker a appris à faire, ce que Zach LaVine aussi a appris à faire, même si c'est un athlète exceptionnel, ce que Luka Doncic fait naturellement depuis qu'il a 15 ans, ce que James Harden fait très bien aussi. Quand vous n'êtes pas un athlète hyper explosif, vous rajoutez de la masse, vous rajoutez de la puissance pour compenser et vous vous basez sur votre dribble et sur votre puissance pour pouvoir vous créer un écart. Et donc pour moi c'est ça que doit viser Jonathan Davis. On va pouvoir regarder le clip en individuel au ralenti. Donc je remets la playlist à zéro. Bon, on va la relancer tout simplement. Et on est parti. Alors, hop, on est. Donc premier clip, je vous ai mis juste vite fait une petite interception, un petit dunk, pour vous montrer que là, le joueur, hop, on revient dessus, même en 1 contre 0, c'est pas un athlète plus, il va pas claquer les 3-6, hop, on va faire pause, voilà, il dunk, il y a de la marge, hein, il le fait, mais on n'est pas sur un mec qui monte hyper haut, qui fait des 360, c'est pas grave, mais on aime bien toujours quand on parle d'un joueur NBA commencer par le physique. Donc un joueur assez puissant, mais pas un athlète vertical et latéralement on verra ça plus dans la défense. Maintenant pour le drive balle en main, capable de driver main droite, main gauche, c'est un droitier mais qui est très à l'aise sur sa main gauche, capable de changer de main, on va voir ça. Donc là, je change de main, je repasse sur ma main droite parce que la défense vient bien compenser une faille, donc il jouait contre un Marquette, et il va finir au niveau de la main droite, on se le refait, et je vais faire pause sur ce qui va m'intéresser. Donc là, j'ai au début un accès main droite. J'appelle un pick and roll. La défense va contester ce pick and roll. Donc pour feinter, je vais repasser sur ma main gauche. Ici, bon changement de main. On voit que le défenseur vient aider, vient fermer l'accès au cercle. J'ai un kick qui est disponible, mais c'est un joueur qui manque parfois de vision de jeu. On pourra le revoir après. Et donc au lieu de kick, je vais protéger mon ballon en revenant sur ma main droite et je vais finir au layup. C'est ce qu'on voit ici. Et finition au layup avec efficacité. On est ici main droite encore une fois. Je peux réaccélérer dans le drive, j'encaisse le contact et je peux finir au contact, tout simplement. C'est assez léger, on repasse vite fait dessus. Mais là j'ai une première accélération pour prendre de vitesse le pivot, le surprendre et lui casser son rythme. Et je peux finir au contact en utilisant mon off-arm, donc mon bras gauche en l'occurrence, pour pouvoir mettre un peu de puissance. Encore une fois, belle utilisation du bras gauche pour tenir le défenseur et je vais en puissance finir ma main droite capable de finir assez éloigné du cercle et pas uniquement lay-up. Là on est main gauche, un départ explosif main gauche, on le remet rapidement encore contre Marquette. Donc je suis main gauche, ici, contre un pivot je pars du coup main gauche, je reviens main droite et je suis capable de changer de direction en l'air et de terminer main droite. Maintenant on va partir je pense sur un drive main gauche, finition main gauche, mais faut confirmer, on va regarder ça tout de suite. Alors voilà, je change de direction, je pars main gauche, j'encaisse et je vais finir. Alors, est-ce qu'on est main droite ou est-ce qu'on est main gauche ici? On va regarder à la fin. On est main droite, donc on revient sur sa main droite parce qu'on a une belle protection de cercle ici. Et donc je me débarrasse du défenseur et je finis main droite avec efficacité. Hop là, ici main gauche, voilà, finition main gauche, je trouve pas le lay-up derrière mais je tombe sur la faute et donc je suis capable d'avoir de lancer franc. Pareil, départ main gauche,
Et cette fois-ci, je finis main gauche. Donc on l'a vu, c'est un joueur qui a déjà des très bons fondamentaux, qui est capable de finir des deux mains, de changer de main, d'encaisser du contact, de changer de direction, d'accélérer. Bref, toutes les armes pour pouvoir se créer un axe au panier et devenir un créateur au niveau supérieur. Maintenant, hop, celui-là on l'a déjà vu, ouais, on l'a déjà vu. Alors non, ouais, ça c'est plus, pardon, la partie difficile pour ce joueur. Euh, Comme on a dit qu'il était pas hyper explosif, pour l'instant il fait 88 kg, donc des fois il y a un problème de masse au niveau de l'impact. C'est encore quelque chose qu'on doit travailler, c'est pour ça que je dis rajouter de la masse. Lorsqu'il est bien contesté ici par un pivot, on a du mal des fois à rentrer dedans et donc on a des tirs comme ça difficiles. Et là c'est contesté mais ça rentre. On a des tirs des fois qui sont contestés, qui sont difficiles et où le joueur n'est pas en efficacité dès que le défenseur direct peut résister aux défis physiques et, euh, et lui supprimer ses accès au drive et bien changer les directions. Ce qu'il aura en NBA. On pense au Matisse Thybulle, on pense au même Marcus Smart, on pense au je sais pas qui vous voulez, toutes les équipes maintenant elles ont un Suyendi extérieur ou ailier qui pourront résister au physique et le tenir puisqu'il n'est pas hyper explosif et donc ça peut devenir difficile pour lui à ce niveau-là. Pour ça que moi j'aimerais que ce corps à 90 kg au bout de 3 ans, il passe 95, 98, qu'on s'approche même des fois, peut-être des 100 kilos, euh, et du coup le faire jouer offensivement, enfin en tout cas le faire jouer de poste 3 à 4, parce que, et surtout défendre sur des ailiers, et on verra aussi pour la problème de vitesse latérale. Il risque pas d'être pénalisé à la moque à cause de son équipe qui ne se fera pas remarquer à la March Madness. Alors déjà, Wisconsin peut faire un coup. Tu vois, c'est une équipe qui est très bonne cette année avec assez d'expérience et une bonne relation intérieure-extérieure, beaucoup de tirs. Donc il y a moyen qu'il fasse un coup à la March Madness. Et ensuite, euh, peut-être au niveau des mocks classiques traditionnels, oui, tu as raison. Quand tu vas aller sur NBA Draft, est-ce que tu vas aller sur ESPN, etc. Peut-être. Mais en réalité, les équipes NBA le savent très très bien. Euh, que la March Madness c'est un événement et que c'est pas il faut pas drafter que là-dessus, sinon Johnny Juzang l'an dernier il est drafté top 10 et il y a des mecs des fois qui se font drafter sur une March Madness qui font très très bien et derrière ça banane complètement. Et là j'ai plus l'exemple en tête mais il y en a des très très connus qui se fait drafter sur une March Madness et derrière ça bide. Bon moi j'ai plus l'exemple mais il y en a un qu'on ressent tout le temps chez Envergure. Donc ne t'en fais pas. Ça peut jouer, mais normalement c'est vraiment minime comme facteur. Il aurait dû être top 10 d'ailleurs, Johnny Juzang. Alors, il aurait dû. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il aurait peut-être pu, mais s'il y est pas allé, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Johnny Juzang, je l'adore, mais je l'ai, si je regarde sur mon board, je l'ai fin de premier tour, personnellement. Hop, on va aller regarder la suite. On va aller regarder maintenant. euh, Si on n'est pas. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Voilà, bon, si vous voulez, je suis sur Twitter, on a tout ça. Si on est pas pour le joueur, est-ce qu'il est loterie all day? Est-ce qu'il est loterie all day? Moi, tu vois, je l'ai vers 9-10. 9-10, on est plus sur une fin de loterie. Donc, il peut sortir de la loterie, c'est pas impossible. Il peut un peu glisser, mais ce serait quand même assez surprenant. Sachant qu'il y a une hype réelle, qu'il est score, qu'il est efficace, qu'on va voir après qu'il y a du tir et tout ça, donc ce serait quand même surprenant. Euh, il y a, après voilà, c'est la NBA, c'est. Ah, la NBA, la draft, c'est une loterie. Il y a des choix un peu surprenants qui sont faits des fois. Donc il peut glisser, moi je pense qu'il va rester loterie. Parce qu'on est dans une classe de draft, dans une QV, on le rappelle, qui est assez faible. Donc, euh, donc voilà, moi je suis quand même assez confiant sur le fait qu'il sera loterie, plus que Keegan Murray par exemple, qui est aussi très coté, qui est annoncé loterie un peu partout. Lui je pense que Keegan Murray peut plus baisser.
que Johnny Davis, parce que Johnny Davis a un potentiel de création balle en main. Je vois dans le chat, Carson Edwards, il s'est pas fait drafter grâce à la March Madness. Si, voilà, très bon exemple, Carson Edwards qui se fait drafter sur une March Madness. Malachi Richardson aussi, exemple de mec qui surperforme. Donc voilà, faut pas laisser la March Madness comme dernier souvenir, il y a une saison entière. Et c'est pour ça que Envergure est là, messieurs, dames, pour vous accompagner de A à Z. Kylian Murray, j'arrive pas à comprendre la hype. Dis-toi, hop, je me remets là. Dis-toi, QV assez faible, scoreur efficient, profil à la Obi Toppin, Rui Hachimura, Tobias Harris, Miles Bridges, qui sont des mecs qui touchent maintenant ou qui vont toucher 80 millions sur 4 ans, qui sont hyper cotés, qui sont loterie. Donc c'est un profil qui redevient à la mode, là, le poste 3-4, un peu physique, un peu tanké. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Moi je partage pas, j'aime bien le joueur, mais je l'ai plus sur une après la loterie, donc entre 15 et 25. Mais il a des arguments. Il a des arguments et on en reparlera dans un podcast et voilà. Mais je te rejoins. Je te rejoins sur le fait que pour moi loterie c'est trop haut pour ce joueur. On reprend. Il est vieux, il est sophomore. Non, non, il est sophomore, hein, Kylian Murray. Mais regarde, Obitopi, il était sophomore ou junior. Luachimura, il était junior. Voilà, hein, ça se fait. Malpredji, il était sophomore, donc c'est un profil qui plaît toujours. Hop là, on va passer maintenant à Davis dans le tir. Qu'est-ce qu'on va regarder? Non, c'est pas grave, hein, t'en fais pas. Ça se trouve, il est junior, je te dis des conneries, mais je crois qu'il est sophomore. Qu'est-ce qu'on va regarder dans le tir de Johnny Davis? Sa capacité à créer un écart. On l'a vu, il finit bien au cercle, mais il est surtout très très bon pour se créer son propre écart, se créer un tir à mi-distance qu'il affectionne particulièrement. Il se base sur un cross, il se base sur mise d'un premier contact, donc il va souvent utiliser soit le bras qui ne touche pas le ballon pour pousser un peu, revenir sur son autre main, pull-up, ou bien il va se baser sur un coup d'épaule, le défenseur recule et je peux pull-up. C'est un joueur qui est capable de passer poste bas. Vous allez voir plusieurs fades de c'est quelque chose qu'il apprécie. Quand il a un avantage de taille, un avantage de puissance, il repasse de haut cercle. C'est un joueur aussi qui a du toucher. Vous voyez là à l'écran quelques flotteurs, quelques runners. Donc quand la défense elle est très très basse sur un drop et qu'il veut pas armer sur un mid-range, il peut juste pousser le ballon et finir avec ça au niveau sur sa main droite. Pour l'instant, pas sur sa main gauche. C'est un joueur qui va pas hésiter. Il est qu'on appelle burné dans le milieu. Il va pas hésiter à te pull-up sur la tronche. Donc il y a beaucoup de tirs qui sont pris, même statiques. Je suis face à toi, je m'élève, je tire, il y a une belle élévation au niveau du tir et le corps il est bien gainé. Ça marche bien, on voit qu'il était efficace sur ce secteur-là. Ou bien un petit dribble, un step back, un side step, et je vais créer un écart et prendre un tir. Vous allez voir que les step back, side step et tout ça sont pas hyper explosifs, mais sont terriblement efficaces parce que le joueur utilise bien son corps et utilise bien son dribble. Donc là encore une fois, je vois entre guillemets un profil à la Devin Booker. Et encore, je compare pas les deux joueurs sur le potentiel, sur le plafond, mais il y a quelques similitudes. D'être capable de partir en drive, on voit que le mi-distance revient à fond en NBA, hein. Vous regardez Chris Paul, Devin Booker, Demar DeRozan, voilà, le mid-range revient. Donc les équipes vont laisser les joueurs de plus en plus à prendre ces tirs qu'ils affectionnent particulièrement. Jimmy Butler, hein, j'en ai raté d'autres, hein. N'hésitez pas dans le chat à m'incendier, à dire t'as oublié lui, Kawhi Leonard, etc. Et donc Johnny Davis pourra sûrement prendre ses tirs en NBA. En tout cas, j'espère qu'une équipe qui le prend le laissera faire ça et du coup pouvoir scorer efficacement sur ce secteur-là. Et ça, c'est quelque chose, si vous le draftez et que vous êtes sur un rôle de finition catch and shoot, c'est se priver de cette arme qui est très développée chez ce joueur et donc c'est du gâchis. Encore une fois, drafter, c'est avoir une carte d'identité, c'est avoir un projet, et donc c'est pas juste regarder une potentialité et dire bon bah voilà il fera ça de bien. Euh, Faut avoir un projet, donc j'espère que l'équipe qui draft Johnny Davis ne l'utilisera pas pour être un finisseur en fin de chaîne, mais un créateur au bout de sa deuxième, troisième année, quitte à ce qu'il commence par jouer avec des bancs NBA, etc.
il donne l'impression qu'il est en contrôle Q intéressant. Ouais, il fait des très très bons choix, il sait quand aller au cercle, quand se créer son décalage. Comme il est capable de driver des deux mains, c'est pas un mec qui est latéralisé dans le sens où main droite je vais au cercle, main gauche je pull up, comme beaucoup de joueurs malheureusement ont en NCA. Vous savez que je suis un amoureux d'Oshai Agbaji, mais Oshai Agbaji pour le moment pour moi c'est plus un finisseur qu'un créateur contrairement à Johnny Davis parce que quand tu le mets main gauche il va pull up, main droite il va au cercle, lui il est capable d'y aller des deux de façon assez équivalente et encore une fois très en équilibre, très gainé et capable de trouver des fautes lorsque le défenseur essaye de trop revenir. Voilà, il crée un vrai écart, tout simplement. Maintenant, j'ai pas mis de tir en pull-up et j'aurais pu. J'ai pas mis de tir en pull-up forcé. Il y a des tirs des fois qui prend lorsque justement le défenseur direct, alors là vous l'avez un petit peu, lorsque le défenseur direct l'empêche d'aller au cercle, le conteste bien, bah là vous l'avez aussi un petit peu. Du coup, il s'appuie sur un pull-up un peu forcé et ça se voit dans ces cas-là qu'il est un plus en déséquilibre et du coup moins en efficacité. Et c'est pour ça encore une fois que je vous dis mettre de la masse sur ce corps pour pouvoir arriver, mettre une épaule, mettre un bras en avant, faire mon step back avec un vrai décalage et sanctionner ce que les encore une fois Booker, Doncic, Harden font très très bien au niveau au niveau NBA. Voilà. Et sûrement d'autres joueurs d'un calibre un peu inférieur, même si là je les ai pas en tête. Euh, Peut-être Norman Powell par exemple, il y a un côté un peu Norman Powell qui fait ça. Ces shoots en tête de raquette me font penser à Kemba un petit peu. Dans quel sens? Dans l'équilibre qu'il a? C'est possible. Après, moi, j'ai pas vu, enfin, j'ai pas assez analysé le tir de Kemba, mais possiblement. Je te crois en tout cas, je te crois. Ce qui est intéressant dans son tir, c'est que il crée un écart, il est gainé, le tir il est régulier, capable, comme je te dis, de prendre le tir main gauche, main droite, enfin en tout cas main gauche, main droite, en sortie de dribble main gauche, main droite, etc. Donc voilà. J'y crois vraiment fortement dans sa capacité à créer. On va passer sur du ralenti, même si on a fait plusieurs fois le tour, et c'est un peu plus que sur du drive. Et après on passera sur le pick and roll, parce que vous savez qu'en NBA, le système numéro un c'est le pick and roll, et si moi j'y crois en tant que créateur, faut capable de sanctionner sur pick and roll, et donc on va regarder ça juste après. Mais avant ça, le tir. Alors, on commence ici avec un drive main droite où le joueur va s'arrêter, step back et pull up à mi-distance parce que la défense conteste le drive et donc je vais vite me créer mon décalage. Donc voilà, main droite, la défense suranticipe l'accès au panier. D'ailleurs, il y a une bonne aide et du coup, je suis sur un pull-up en équilibre. Encore une fois, on regarde le gainage de ce corps, c'est vraiment très solide. Sur les appuis, hop là, ici là, sur un pied, ok, PC galère un peu, excusez-moi, ok, donc en équilibre, en recul, un tir très très difficile, et on voit que le joueur reste droit, et ça fait ficelle. Ici, pareil, main droite, ligne de fond, la capacité par le dribble, je crosse dans le dos, le défenseur, donc c'est Maxence Olivier Prosper, le Québécois, le Montréalais, qui est dessus, qui est un très bon défenseur, qui se fait prendre par ce cross, et du coup, je vais fonctionner avec un pull-up. Drive main gauche, voilà, là il y a une belle contestation par le défenseur direct, et ben c'est pas grave, je peux m'élever et prendre un tir par-dessus le joueur. Là maintenant je suis en face au joueur, je suis contesté, le jab step au début, je repasse main gauche, je vois qu'il n'y a pas possibilité d'accéder au cercle, donc je me mets poste bas. Ça c'est ce que j'aime bien chez ce joueur, pardon, je commence à galérer. Chez ce joueur, c'est sa capacité à revenir poste bas. On voit qu'il y a des très bons fondamentaux ici. Et du coup, depuis le poste bas, alors même si là c'est très bien contesté, on voit en équilibre le fait de ouais qu'il maîtrise vraiment bien et qui fait ficelle. Ici main gauche, je suis défendu par Ron Harper Jr., donc le fils de Ron Harper, célèbre joueur de Cleveland, de Chicago entre autres, et des Lakers, et qui joue à Rutgers, qui est un senior et qu'on devrait avoir en NBA l'année prochaine, qui est un très bon défenseur pour les ailiers. Euh,
Bref, voilà. Donc défendu par Ron Harper, je reviens sur un peu système post bas, fade away, contesté, et je fais ficelle. Encore une fois, jab step, hésitation. Je vais au drive et ah bah je vous avais dit qu'il n'y avait pas de runner main gauche, je me contredis moi-même. Je l'avais clippé, cette capacité là, finir runner sur sa main gauche, main faible. Et là pareil, petit flotteur runner main droite. Donc voilà, une panoplie déjà très très développée chez notre ami Jonathan, Jonathan Davis, Johnny Davis. La main gauche, pareil, la défense très très basse, je vois que le défenseur est là en retard, donc élévation pull-up à mi-distance. Et ça fait ficelle. Donc là je suis doublé, on est encore hésitation, jab step, et je vais pull-up sur ta tête, du coup à 45 degrés, à mi-distance. Donc là il y a écran, il y a un switch, et du coup, à 3 points maintenant, pardon. Donc on a un joueur qui est capable de dégainer à 3 points, on l'a vu dans un tiers, dans un tiers des cas. Pour l'instant, le step back, même si on va en voir un qui va arriver juste après, hop, alors il est pas là. Le step back n'est pas encore maîtrisé derrière le tir à 3 points. Sur pick and roll c'est pareil, c'est un joueur qui va peu tirer euh, derrière le dribble. Quelque chose à développer. Maintenant on voit que à mi-distance ça marche, donc à terme il devrait pouvoir élargir la distance, sachant que on a pu voir un pourcentage de lancer franc intéressant. Ça va être un axe de progression chez ce joueur, mais si on y croit, ça augmente encore une fois sa valeur et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on peut l'avoir loterie. Là on est sur du catch and shoot. Donc le ballon arrive sur sa main faible, c'est à considérer. Le ballon arrive sur sa main faible, les mains elles sont prêtes, les appuis sont bons, bonne élévation, la mécanique elle est bonne, et ça fait ficelle. Ici je me repositionne, ce qui est intéressant c'est son repositionnement, vous avez vu, alors je passe un peu vite dessus, je suis dans le corner, mon attaquant va au cercle, donc je me repositionne bien, je demande le ballon, je suis prêt, je déclenche rapidement. Là, le tir ne rentre pas, mais ce que j'aime bien chez ce joueur, c'est qu'il est capable de, sans ballon, d'être bien placé. C'est un joueur avec complètement intelligent et les malles sont prêtes. Voilà. On va pouvoir passer maintenant du coup à la suite, tout simplement. Et à sa gestion du pick and roll, là vous avez déjà un exemple, donc je pense que le fichier était mal trié. Une belle passe qui fait un dunk derrière. Sélection de tirs douteuses pour la NBA. Douteuse dans quel sens? Beaucoup de mi-distance, on l'a vu. Maintenant, il est bon là-dessus. Le mi-distance, il revient en NBA, donc moi, ça me gêne pas. Sachant que, on le rappelle, en saison régulière, les défenses NBA, elles drop majoritairement sur pick and roll, c'est-à-dire que le pivot reste en bas. Donc, le mi-distance est une arme efficace et doit être utilisée à mon sens. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a trop de tirs casse-gueule? Sûrement parce que c'est la star de l'équipe, donc il prend des tirs plus difficiles que ce qu'il devrait avoir en NBA. Même si tu arrives dans un top 10 de draft, il y aura forcément de meilleurs joueurs à côté de toi, donc ça laissera plus d'espace. Maintenant, est-ce qu'il y a des tirs, section de tirs douteuse, parce que des fois il y a des tirs qui sont pris alors qu'il y aurait une meilleure lecture à faire sur la passe? Oui, et c'est ce qu'on va pouvoir voir dans la playlist suivante, que le joueur pour l'instant est un très bon finisseur d'action sur pick and roll, enfin un très bon créateur pour lui-même, mais que dans la création collective, c'est encore déficient et qu'il va falloir faire des progrès et que des fois il y a des tirs qui sont pris alors qu'il y avait une passe qui était tout simplement meilleure. Et alors qu'est-ce qu'on va regarder quand on va regarder du pick and roll? Je vous remets à vitesse réelle, c'est bon. On va regarder plusieurs choses. Johnny Davis, que j'aime beaucoup, et quelque chose qui est assez rare et que je value énormément, c'est sa capacité à splitter un pick and roll. C'est-à-dire, quand il y a un pick and roll et que le défenseur, le pivot monte haut, je suis capable de passer entre les deux défenseurs et créer du coup un surnombre. Ça, il le fait très bien et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un skill vraiment que j'apprécie. En NBA, Victor Oladipo, par exemple, est un spécialiste pour faire ça et c'était terrible, notamment dans la série contre Cleveland en 2017 ou 2018 où il est monstrueux là-dessus. Donc voilà. Sur pick and roll ensuite, comme je vous l'ai dit, sa capacité à pouvoir prendre un pull-up à mi-distance. Lorsque la défense elle va dropper, donc le pivot va être en bas, lui par son tir, il peut profiter d'un espace pour marquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder aussi?
que dans beaucoup de situations, alors je vous ai mis des bonnes passes, vous allez voir que c'est un passeur en transition qui peut trouver le joueur quand c'est dans son axe de vision, que c'est un bon passeur depuis le poste bas, mais que très souvent il y a du retard sur les passes, qui va rater des kicks assez faciles, qui va donner des passes dans un mauvais timing, qui va rater des joueurs sur pick and pop, et qui va parfois s'engouffrer dans un tir compliqué là où il y avait une autre lecture à faire. Donc, encore une fois, c'est un peu le fil rouge, à l'image d'un Devin Booker, d'un Zach LaVine quand ils arrivent en NBA, on est sur des scoreurs, des mecs, même des Mar DeRozan que j'ai cité tout à l'heure, qui étaient au début des scoreurs individuels, des mecs qui créent leur propre tir, mais qui ne sont pas pour l'instant des joueurs de pick and roll capables de créer collectivement, d'initier le jeu collectivement. Donc ça se développe, ça prend de la maturité, mais j'espère qu'il jouera avec un meilleur extérieur, un bon meneur de jeu, qui lui permettra justement d'apprendre et de temporiser, d'avoir des phases pour lui, où il va créer pour lui-même et marquer, et puis quand l'équipe elle a besoin d'un peu faire tourner la boutique, d'avoir un meneur gestionnaire, un meneur un peu plus traditionnel, un porteur de balle en tout cas dominant, plus dominant que lui, pour faire tourner un collectif et ne pas se retrouver dans la même situation que par exemple cette année Houston, qui ont deux arrières qui sont à dominance individuelle en Kevin Porter Jr. et Jalen Green, même si on essaie de transformer Kevin Porter Jr. En combo. Là, l'exemple qu'on je vois dans le chat, Darius à Cleveland, bah, par exemple, Colin Sexton, quand au début, sa première année, on lui demandait de créer beaucoup balle en main, euh, pour le collectif, c'était difficile. Au début, créer pour lui. Bon, bah, avoir Darius Garland à côté de lui, ça pourrait l'aider, ou un Caris LeVert, ça leur permet de se développer là-dessus. J'aimerais le voir dans quelle franchise. En fait, on va y venir à la fin. C'est difficile parce que la plupart des franchises qui vont être dans son range vont être chargées sur les postes d'ailier. Et moi, je le vois vraiment comme un ailier. Alors, je dis 3-4 parce qu'on, pour moi, il va défendre le moins bon ailier porteur de balle adverse. Donc, je le vois jouer comme un 3 en attaque et défendre en 3-4 sur le moins bon porteur de balle adverse. Et du coup, bah, il y a beaucoup d'équipes qui sont chargées à cet endroit-là. New Orleans, entre autres, enfin, il faudra qu'on regarde là la sélection, mais les Spurs, New Orleans, les Knicks et tout ça, donc difficile. Il y a l'exemple Sacramento. Chaque semaine, je vous mets un ailier Sacramento, hein. Si vous êtes fan des Kings, vous avez l'impression que je me fous de votre gueule et que je vous en mets un toutes les semaines. Il y a Sacramento, est-ce que le fit est bon? Est-ce que Sacramento a besoin d'un scoreur créateur avec à terme peut-être une potentialité de créer plus collectivement? Je suis pas sûr de ça. Mais l'idée se développe, sinon faut regarder là, dans les classements de les conférences où est-ce qu'on pourrait le placer, mais oui, ça peut être une des raisons pour lesquelles il chute, c'est que des équipes, même si on drafte pas sur du fit, des équipes qui vont être très chargées sur les postes 3-4 pourraient peut-être hésiter d'y aller. Et pour moi, le drafter pour le faire jouer en extérieur, enfin en tout cas le faire défendre sur des extérieurs, c'est un massacre. Ce sera un massacre parce qu'il n'y a pas la latéralité pour faire ça. Voilà, mais on y reviendra à la fin en conclusion. On va regarder du coup ça. Donc, on va regarder ça maintenant un peu plus au ralenti. Alors, on commence par le split. Donc je vous ai dit la capacité à traverser euh, une défense où les deux défenseurs, l'extérieur, enfin le défenseur porteur et le défenseur porteur de poseur d'écran montent très haut. Et du coup, on va pouvoir passer entre les deux pour créer une surcharge. Donc ici, alors voilà, au ralenti. Donc ici, ah bah attends, ça m'a pas commencé le clip au bon moment. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va se le relancer tranquillement. Davis pick and roll. Ok, c'est bon. Donc voilà, ici navigation à travers les deux écrans et ensuite j'ai une surcharge et il y a une faute adverse et donc j'ai créé vraiment un surnombre offensif, ce qui est la meilleure situation possible. Pareil ici, on a une trappe
assez mal exécuté, je passe entre les deux. Et encore une fois, je crée une situation de surnombre. Alors là, il y avait mieux à faire peut-être que ce flotteur très difficile. C'est ce qu'on a dit dans les défauts. Vous allez voir qu'il y avait un kick côté faible qui était totalement ouvert pour un tireur et ce que Johnny Davis a raté. Il a un peu ce côté quand je me décide d'aller au cercle, j'essaie d'aller au cercle. Donc là vous avez un kick ici côté ballon qui est raté, vous avez un autre kick ici côté faible, vous avez un joueur en pick and pop là, et lui il veut aller dans son flotteur, alors il est capable de le mettre, mais là le tir est difficile et derrière ça rentrera pas. Donc ici pick and roll encore une fois, la défense est très basse, trop basse, capable de s'élever. Là le défenseur il se rend compte ici, je crois que c'est Ijil Laidel, dont il y a un scouting report qui est sorti hier, qui est trop bas et du coup sanction de Johnny Davis immédiate sur un pull-up. Donc là dans la passe, capable de passer quand c'est dans son axe de vision, on le voit ici, quand le coéquipier démarqué est dans l'axe entre Johnny Davis et le panier, il le voit et donc il est capable de transmettre. Donc ici vous avez vraiment une passe en rythme qui est transmise et en NBA ce sera un dunk. Donc ça, il sait le faire, c'est pas un joueur qui est totalement trou noir. Depuis le poste bas, capable de passer. Depuis le poste bas, vous allez le voir ici, une prise à deux, capable de passer par-dessus. Et là aussi en NBA ce sera un dunk et pas un, un lay-up tout pourri raté là. Encore une autre situation poste bas. Il y a une bonne lecture de jeu, je suis capable de passer pour sortir sur un kick à 3 points et ça fait ficelle. En transition, donc vous le voyez, alors c'est bête mais je sais pas si vous allez laisser le voir sur mon image mais on regarde trop le sol là. Normalement en transition vous avez, on vous l'explique quand vous commencez à porter le ballon au basket, on regarde pas ses pieds, on regarde devant soi. Johnny Davis regarde encore un peu trop ses pieds, les yeux sont pas là et voilà, il a vu l'appel devant et on va transmettre. Axe de progression. Ici. Donc j'ai une situation, une sorte de horns, donc double écran successif, et vous voyez que la passe elle est pas dans le bon timing, alors le joueur arrive quand même à dunker derrière parce que la défense est pas bonne et que le joueur navigue bien, mais donc là vous avez le premier écran, le deuxième écran qui est mal placé ici, mais vous allez voir, vous voyez le joueur il regarde l'axe panier seulement, et là la transmission de la passe vous avez un démarquage derrière qui est pas trouvé, un tir totalement à 3 points avec un joueur qui a plus de 40% à 3 points. Et on va chercher une passe dans un timing assez compliqué. Et Ron Harper gamble un peu trop. Et finalement ça fait panier mais c'est pas une bonne passe. Ici c'est pareil, le kick il arrive trop tard. On regarde ici, je ralentis encore. Donc il y a une surcharge côté ballon. Là le kick il doit être immédiat dans le corner. Et il arrive trop tard. Et du coup la défense attend de se replacer. Encore une fois pick and roll. Donc il y a là la défense elle reste en haut, du coup le joueur slip son rôle, descend. Et là on va s'engouffrer, il y a une bonne aide de Ron Harper. Johnny Davis ne voit pas le coéquipier tout seul ouvert avec les mains prêtes dans le corner côté faible. Et du coup pull-up contesté, donc encore une fois, problème de lecture de jeu. Alors je suis assez négatif, hein, je vous ai fait beaucoup de clips où ça va pas, mais il y a des fois où ça va bien aussi, donc là pareil, pull-up totalement contesté, là le coéquipier il a eu le temps 10 fois de te dire en fait je vais démarquer pour un tir totalement ouvert à 3 points, j'ai frisé, hop ici, donc vous voyez encore une mauvaise lecture de jeu, lorsqu'il décide, lorsqu'il se dit je veux marquer, là il y a un manque d'adaptation pour le joueur pour le moment. Et j'ai enfin fini avec sa capacité, je crois que c'est à bouger loin du ballon, donc c'est quand même un joueur qui peut exister sans le ballon. Vous voyez, il y a beaucoup de démarquage du côté Wisconsin, donc il passe beaucoup de temps à se démarquer, à se laisser de l'espace, etc. Donc c'est un joueur, même si vous lui enlevez le ballon des mains, qui pourra contribuer, parce qu'il a des bons démarquages, il se présente bien dans le cut, poste bas, poste haut, à 3 points, il pose des écrans et tout, donc même quand il n'a pas le ballon, il sera utile. Donc voilà, c'est une séquence que je voulais vous rajouter à la fin. La conclusion de ça, c'est quoi? Jesse qui nous dit beaucoup de turnover assist pour un joueur qui a souvent le ballon. Oui, on a vu que c'est un ratio assist turnover qui était à 1.
Les bons créateurs NBA ont un ratio assist turnover à 2, donc c'est capable de faire deux fois plus de passes décisives que de perte de balles. Ce qui me gêne surtout, c'est que pour l'instant, il voit pas. C'est pas qu'il n'est pas en capacité de faire la passe, il n'y a pas un problème de technicité parce qu'on voit que c'est un joueur qui a dû toucher, mais c'est un joueur qui manque de vision. Est-ce que c'est problématique? Encore une fois, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de joueurs qui progressent là-dessus, hein. On revient sur les mêmes depuis le début, mais Booker, Lavin, DeRozan, c'est des mecs qui ont beaucoup progressé. Il y a une limite, Bradley Beal. Il y a une limite à ça, hein, forcément, mais euh, beaucoup de mecs sont arrivés en étant des trous noirs et ont réussi à progresser. Lui, on voit quand même qu'il est capable de faire certaines bonnes passes, mais il faudra juste développer la vision. Et c'est pour ça que je vous parle d'un projet sur 3 4 ans, comme les mecs que j'ai cités avant, et que je veux qu'il soit à côté d'un porteur de balle principal qui pourra gérer le tempo au départ. Voilà. On va finir sur la partie qui va fâcher. La défense, qu'est-ce qu'on va regarder en défense? Alors, c'est un défenseur volontaire, vous allez voir ça. C'est un défenseur qui fait les efforts, qui bouge bien, qui essaie de contester, qui est en place, etc. Mais c'est un défenseur qui a un problème latéral. Il va être pris par les extérieurs, il va être pris de vitesse, il va être pris dans les changements de direction, il va surtout être pris dans les écrans. C'est un mec qui a beaucoup de mal à sortir des écrans. Donc ça c'est problématique, surtout dans les défenses d'extérieur où vous allez avoir la défense de pick and roll à passer à travers l'écran, la défense des shooters extérieurs, on pense au Seth Curry, on pense au Patty Mills, on pense au, je sais pas, je vais mettre tous les mecs des Sixers, Furkan Korkmaz, etc. Steph Curry, bref, on a la liste est très très longue de mecs qui se démarquent dans les écrans et ça lui il est pas capable de les défendre. Donc pour ça que je le mettrais en défense sur les ailiers, où on a des joueurs quand même qui sont plus dans le, sur de la finition catch and shoot, et donc ça il peut tenir, sur du drive très linéaire, et ça il peut tenir. Maintenant, je sais pas pourquoi il me passe ici, tant pis. Maintenant, Johnny Davis, il va devoir prendre encore une fois de la masse, parce que sur les contacts, sur les ailiers, très souvent il recule. Il se prend un premier coup d'épaule, il se prend un premier coup d'épaule ou de coude, et il va reculer au contact. Et derrière, il va permettre, comme on le voit ici, la poste bas, même s'il se bat bien, il se fait enfoncer. Et du coup, il va permettre à l'attaquant de pouvoir marquer encore une fois. Et si vous voyez au premier contact, il explose totalement. Et derrière, il y a un tir ouvert. Là, sur Ron Harper, il y a une bonne aide, mais on le voit pris latéralement. Donc il bouge bien, mais il se fait prendre latéralement et il recule trop au contact. Donc défenseur volontaire, défenseur intéressant sur les ailiers, une fois qu'il aura pris de la masse au niveau NBA, un mec avec du QI qui est souvent bien placé pour pouvoir faire des rotations, pour pouvoir contester. Vous voyez, là quand je vous parle d'effort défensif, il y a de ça, qui va être souvent bien placé. Donc un joueur intelligent et on va pas devoir le cacher. Si on est intelligent, on va l'utiliser pour ses forces, donc défendre les 3-4. J'ai l'impression qu'il va être un peu limite pour le poste 4. Alors, il y a poste 4 et poste 4. Il y a poste 4 Julius Randle et oui, il va être limite, il est trop petit, 1m96. Il y a poste 4 Jason Tatum. Il y a poste 4 DeAndre Hunter. Il y a poste 4 vous me dites hein, comme ça là quand vous en trouvez parce que moi je dois faire en trouver pas mal comme ça donc les postes 4 ailiers qui sont devenus plus traditionnels dans d'ici 1 ou 2 ans si on met de la masse dessus et qu'on approche des 95-96 kilos il pourra le faire. Maintenant il y a beaucoup de mecs qui font moins de 2 mètres en NBA et qui défendent les 3-4 hein. Donc il défendra toujours le moins Marvin Bagley. Alors ouais, Marvin Bagley, voilà, mais Marvin Bagley pour moi c'est un pivot. Donc c'est comme Blake Griffin à l'époque, pour moi c'était un pivot. Mais on le fait jouer poste 4, donc ces mecs-là, non, il pourra pas. Donc ces mecs-là, faudra s'adapter. Hein, ce sera du coaching d'intelligence qu'on a souvent pas en NBA en saison régulière, mais oui, il faudra s'adapter. Maintenant, tu le mettras toujours sur le moins bon défenseur, enfin moins bon ailier porteur de balle ou moins l'ailier le moins rentre dedans quoi. Tu vois, il sera très bien pour défendre les Harrison Barnes, il sera très bien pour les Tatum, il sera très bien pour qui est-ce que j'ai pas voir. Pascal Siakam à terme il pourra tenir dessus potentiellement. Au Giannunobi qu'on mettra de la masse, mais il faudra rajouter 8
10 kilos. Et ça, on sait que les franchises NBA elles le font très bien. Et par contre, il faudra que le corps y tienne. Donc on parle d'ici de 3 ans. Je pense que sur les premières années, il va morfler défensivement. Et qu'à terme, il y a un vrai travail à faire. J'ai vu une question, est-ce qu'on a des infos sur l'éthique de travail et l'entourage? On sait que c'est un mec qui aime beaucoup le basket, hein, il se bute. D'ailleurs, il s'était fait remarquer par Team USA parce qu'il est allé avec l'équipe U19 américaine. C'était une des stars de l'équipe U19 qui a gagné la médaille d'or à la Coupe du Monde contre l'équipe française. Et il avait été pris. Alors je sais pas s'il y avait du staff de Wisconsin dans le staff Team USA 19, mais ce qui arrive souvent pour les recrutements, mais il avait été très bon, il avait été vraiment félicité par ses pairs et il était leader de son équipe alors qu'on avait Jaden Ivey, Harrison Ingram, Patrick Baldwin, Kennedy Chandler, etc. Mais un des leaders, c'était Johnny Davis, qui a fourni tout au long du tournoi. Voilà tout ce que je peux te dire. Maintenant, j'ai pas d'insight vraiment plus que ça et il faudra peut-être lire l'article sorti par Maxime sur Johnny Davis. Peut-être qu'il met plus d'infos, sinon pour le podcast on vous sortira ça, on fera plus de recherches. Énorme rapide progression entre année 1 et année 2, indication d'une bonne éthique de travail, mentalité, oui toujours. Moi les mecs qui progressent, je value plus un mec qui progresse plutôt qu'un mec enfin plutôt que l'âge. Vous voyez, pour moi, un gars qui chaque année arrive et rajoute un truc de plus, progresse et prend des responsabilités de la maturité, c'est intéressant. Surtout lorsque la progression, elle est pas juste parce que pas juste, enfin pas seulement due parce que le gars est plus prêt physiquement. C'est pas un mec de 25 ans qui joue contre des mecs de 18-19 ans. C'est un mec qui a 19 ans, qui va sur ses 20 ans, et qui est pas forcément plus prêt que ses adversaires et qui a surtout une très belle technicité. Donc ça montre que la domination, elle est pas que physique. Et ça, je value. C'est quand même de mettre 0,6 quand même, ça risque d'être compliqué défensivement. Mieux vaut qu'il défende sur les postes 2-3. En fait, je pense que tu as compris ce que je voulais te dire, c'était vraiment les 2-3, oui, il y a des extérieurs, mais pas des mecs qui seront rapides balle en main, et pas des mecs qui vont être dans les écrans tout le temps. Donc ça dépendra du match-up, mais maintenant, tu sais, c'est vraiment très commun d'avoir des mecs de 1,96, de 0,1 qui défendent sur des postes 3-4. Vraiment, moi pour l'avoir, alors c'est peut-être une exception, mais tu vois, pendant longtemps j'ai eu Javonte Green, 1m96, il défend sur les postes 4 et il le rend. Alex Caruso, il défend sur des postes 4. Lonzo Ball, il fait 2 mètres, il défend sur des postes 4 aujourd'hui en NBA. David Nwaba, il défend sur des postes 4. Donc dans toutes les équipes, t'as des mecs comme ça maintenant. Donc encore une fois, t'adaptes sur ta match-up. Le but c'est de prendre l'ailier qui te posera le moins de problèmes en face. Voilà. Il défendra plus souvent Robert Covington que Kawhi Leonard, on est d'accord, côté Clippers. Mais mais au moins il pourra être positif parce que il tient latéralement, parce qu'il fait des efforts, parce qu'il est volontaire. Là où sur les postes d'extérieur, si tu le mets sur un, je sais pas, allez, un poste 2 qui peut tenir le ballon sans être une méga star, qu'est-ce que je peux te trouver là facilement? Je vais essayer de voir. Fred Van Vliet, c'est All-Star maintenant, mais qu'est-ce que je peux... Dites-moi dans le chat si vous avez des exemples de poste 2 qui sont pas des méga stars, qui sont pas des All-Stars, mais qui sont des porteurs de balles intéressants. Tout, je vais essayer de regarder ça. Tiens, Kevin Huerter. On est d'accord, Kevin Huerter, c'est pas un énorme Bogdanovic. Kevin Huerter, c'est pas des athlètes explosifs de ouf. Mais sur pick and roll, quand t'as un écran d'un mec comme Clint Capella ou autre, Johnny Davis, il se fera à chaque fois enfoncer dans l'écran, il y aura 10 ans de retard, et derrière, ces mecs-là auront beaucoup d'espace et pourront marquer facilement. Et le même exemple, Kevin Huerter, quand il est sur un système de démarquage en floppy, donc un système de démarquage à 3 points où il y a un LED d'écran, Johnny Davis il va se faire pourrir là-dedans. Et les défenses NBA elles switchent pas sur les postes 2-5 globalement. Donc tous les écrans loin du ballon il aura du retard et toutes ces équipes là elles vont le cibler, notamment quand elles le connaîtront un peu plus et elles le défonceront. Donc, euh, donc voilà, vraiment pour moi on essaye honnêtement de le mettre sur des ailiers. Est-ce qu'il y a des joueurs sortis de Wisconsin? Oui, donc Frank Kaminsky, effectivement.
Sam Dekker. Vous avez Ethan Happ qui n'a pas conclu en NBA mais qui a fait un peu de G-League. Vous avez ce joueur là qui était très politique, qui réclamait que les joueurs NC soient rémunérés. J'ai oublié son nom, qui a joué un peu à New York et qui est parti après en... Comment dire, qui est parti maintenant jouer en Europe, je crois. Wisconsin, c'est un programme qui souvent développe des joueurs sur 4 ans. Plutôt que des one and done, c'est pas un programme réputé pour des one and done, c'est un programme qui développe des joueurs sur 4 ans, qui un programme sérieux avec un basket très agréable à avoir joué avec beaucoup de mouvements, beaucoup de démarquage, donc il y a une vraie académie. Nigel Hayes, merci beaucoup FD. Nigel Hayes, le joueur qui était très engagé pour les droits des joueurs NCAA et ça lui avait coûté une mauvaise réputation, notamment auprès de la NCAA, et du coup, ça avait joué sur sa cote après en NBA, même si les lits n'étaient pas particulièrement au niveau NBA, mais voilà, sa prise de position l'avait vraiment coûté cher. Donc oui, voilà, c'est un programme où quand tu sors de Wisconsin, tu sais jouer au basket, et beaucoup de mecs fait pour leur pivot, là, j'ai plus le nom en tête, parce que vous savez, quand je scoute un jour, je vais scouter un joueur particulièrement, mais leur pivot, par exemple, aura une carrière professionnelle en Europe. Et Ethan Happ, je sais pas où il est actuellement, mais je crois qu'il joue en Allemagne, donc voilà. Voilà. Et je peux regarder pour l'année prochaine ce qu'ils ont comme commits, mais je crois pas qu'il y ait de vrais gros noms qui est attendu du côté de Wisconsin pour les 2 3 prochaines années. Alors qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Tout. Ouais, vous voyez, c'est des prospects 3 étoiles, 4 étoiles, donc et qui va plus se trouver sur des transferts, sur des transfuges, plutôt que sur des mecs qui vont pouvoir aller recruter. Donc même si ça fait partie des high majors, donc des 6 plus grosses conférences, c'est pas une équipe très sexy. Euh, Personne se dit je veux aller jouer pour les Badgers, c'est plus des mecs dans le coin. Même Patrick Baldwin qui est du coin préfère jouer pour son papa, donc c'est dire. Donc l'an prochain, vous voyez, pour l'an prochain, il y a un seul prospect qui est attendu, et c'est un prospect 3 étoiles. Donc vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas une fac très cotée. Et qu'est-ce qu'on a qui est sorti ces dernières années? Si je regarde les gros prospects attendus, il n'y en a pas un seul qui a joué en NBA, quoi. John Leyer. Voilà, John Leyer en 2007. Voilà. Donc si le premier gars que je vous retrouve c'est John Leyer comme ça, c'est pas bon signe. Hop là. Donc voilà, ça c'était pour Jonathan Davis, grosse légende John Leyer. Ah oui, légende des Pistons, légende des Kings, entre autres. Donc je veux pas disrespect le joueur, hein, mais voilà. Euh, donc voilà, pour Jonathan Davis attendu dans la loterie. Moi je crois dans cette capacité à devenir à terme un scoreur créateur pour lui-même et un scoreur efficient. Je trouve qu'il y a du potentiel justement sur ce secteur-là. Le projet idéal, il devient un booker-like, même si c'est un projet idéal, donc ce sera sûrement pas ce qui va lui arriver, mais ça peut devenir en tout cas un mec avec plusieurs contrats, un mec qui va mettre des points, qui va être capable de créer, qui va être capable, qui a du QI basket, qui peut marquer à tous les niveaux. Donc pourquoi pas avoir une carrière à la Norman Powell, à la Gary Trent Jr., à ce que vous voulez, et exister plusieurs années en NBA, même sur une sortie de banc. Ça peut être un joueur qui est très coté sur une sortie de banc, sur un rôle de sixième homme, septième homme, qui met des points, qui prend le ballon. Son plancher en NBA, c'est qui? Euh, un mauvais scénario, c'est un scénario où il est utilisé comme un finisseur, et du coup c'est un mauvais finisseur d'action parce que pour moi il est bon balle en main, donc le mauvais scénario, ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'on peut regarder? On le prend que pour mettre du catch and shoot globalement et on le fait jouer sur un poste 2 alors qu'il n'a pas la latéralité. Le mauvais scénario, c'est oui, G-League, mais alors on va essayer de trouver un joueur. Là, ce serait quoi la mauvaise idée? Difficile de trouver des joueurs qui n'ont pas réussi comme ça. La... Allez, un plancher, ça peut être Jeremy Lamb. Jeremy Lamb, ça peut être un plancher, tu vois. Un mec qui a voulu créer balle en main et qui finalement n'a jamais réussi à concrétiser et à mettre des paniers balle en main.
et qui du coup maintenant vagabonde alors avec plusieurs contrats, donc ce sera déjà un très bon plancher pour Johnny Davis, mais t'en attends mieux quand t'es l'autre hippique. Et le scénario ça se passe pas bien, Bacon. Dwayne, ouais, Dwayne Bacon, Dwayne qui sortait de Florida State, qui était un créateur balle en main à Florida State et qui a jamais réussi à percer du côté des Hornets et d'Orlando et qui maintenant joue du côté de Monaco, par exemple. Voilà. C'est quoi le domaine dans lequel il doit progresser en premier? Euh, La masse musculaire. Pour moi, c'est mettre de la masse musculaire pour rendre son jeu efficient. Et il va falloir qu'il soit capable de marquer en catch and shoot. Quand même à 3 points parce que dans les 2 premières années c'est ce qui va avoir le plus je pense du catch and shoot. Sauf s'il est dans une équipe vraiment pourrie où il n'y a pas de créateur. Donc être capable de sanctionner sur le terrain pour être efficace. Et après la vision de jeu. Je dirais ça dans les 3 étapes. Donc année 1 NBA, mettre ses tirs extérieurs. Année 2, revenir avec 5-6 kilos de plus. Et année 3, être capable de mieux passer, de mieux lire les défenses pour les coéquipiers notamment et de passer efficacement comme ça et de devenir un créateur collectif un peu plus, un peu meilleur quoi. Voilà, je dirais que c'est ça le projet. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon, on a fait quasiment 1 heure sur Johnny Davis, donc c'est vraiment pas mal. Si d'autres questions dans le chat, je les prends, sinon on va tranquillement s'orienter vers une fin de live, tout simplement. Et puis je regarde ça, je regarde un petit peu en même temps ce que me disaient les copains sur WhatsApp pour voir est-ce que j'ai pas oublié quelque chose. Petit quiz avant de finir ou pas, on peut se faire un petit quiz, on peut. Et puis ensuite j'irai dodo, vous me dites sur quel sujet, qu'est-ce qu'on se fait comme quiz. Tiens, est-ce qu'on se fait, on a fait un début de live en parlant des équipes NCA et donc des 6 plus grosses conférences, on essaie de se trouver tous les noms des mascottes des 6 plus grosses conférences. Je vais vous donner les high majors, je vais vous trouver ça. Il va falloir trouver, en gros, si je vous dis exemple, je vais spoiler, Kentucky Wildcats. Voilà, Wildcats, c'est le nom de la mascotte. On va essayer de se faire ça sur les 6 plus grosses confs, donc à peu près 70 équipes, ça peut être sympa. Normalement, je fais un perfect. J'annonce, normalement je fais un perfect. Donc si je me chie dessus, bah vous m'insultez. Ah, forcément, c'est le but du jeu. Mais on peut essayer de faire ça. Non, j'ai rien oublié. Euh, d'accord, pas de souci. Hop là, j'en profite, instant pub, instant promo. Enfin, instant promo envergure. Si jamais vous êtes arrivé sur ce live et que vous connaissez pas Envergure, bah sur Twitter, vous avez le compte ici. Et si jamais vous avez envie de suivre les bêtises de votre humble serviteur, vous avez mon compte Twitter ici, Gugurkaya, que vous pouvez follow. Voilà. Après, je fais des threads sur des joueurs NCAA, j'insulte des arbitres, je supporte les Bulls, et des fois je mets des photos de mes chats parce qu'ils sont incroyables. Et voilà. C'est tout ce que je peux en shit game vous trouver. Est-ce que je vais faire des threads sur des prospects? Oui, 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 je vais en faire. Normalement, c'est un par jour. J'en ai 15 de côté, donc j'avais tout prévu pour les vacances. Excuse-moi, Jostigal, hein, le bot accepte pas qu'on mette des liens, mais envoie-le-moi sur Twitter au pire, dans mes DM. Tu vas sur mon compte Google Kaya, tu me l'envoies sur mes DM Twitter, et je prends ton lien. Comme ça, ça me fait gagner du temps. Hop. Et tu me l'envoies par MP, je le prendrai. Merci beaucoup de ta recherche. Et donc oui, ma vie personnelle et privée a fait que j'ai pas pu faire un thread par jour, mais normalement ça reprend. Voilà, tout ce que je peux dire. Quand j'aurai fini de monter des tables allongées et des fauteuils et que faire des recherches sur les différentes poussettes, je pourrais faire des threads. Mais il y a des priorités dans la vie, donc voilà. Mais tout est prêt et je vais vous accompagner pour un bout de temps. Les clips sont là. Dernière question, c'est quoi les red flags pour les postes de guards? Pas être capable de, de partir en drive sur ses 2 mains. Moi, un mec qui a qu'une main droite et qui a pas de main faible, j'aime pas. Genre, Book Knight l'an dernier, je l'achète pas pour ça. Pas de main gauche. Euh, Problème de vision de jeu. Ne pas être capable, encore une fois, de trouver des passes en dehors de tout champ de vision. Ne pas se créer un décalage par rapport à son défenseur direct. Donc là, on a vu que c'est un mec qui pouvait
faire des écarts, changer de main, etc. Mais les mecs qui sont sur des drives uniformes, ça me pose problème. Ce qui me pose problème notamment chez Jonathan Davis, Jonathan Davis, pardon, sur Ty Ty Washington, voilà. Et après, pour les problèmes de latéralité défensivement pour tenir les pick and roll, parce que en NBA aujourd'hui, il faut qu'au moins un des deux joueurs, puisse défendre le point of attack en pick and roll, et donc voilà, je dirais à peu près ça. Donc, si j'ai d'autres trucs qui me reviennent en tête, je te le dis. Après, il y a toujours des cas particuliers, hein, tu vois, par exemple, il y a des mecs en NCA qui dominent parce qu'ils sont très grands et par leur physique qui ont jamais rencontré d'adversité sur des défenseurs qui les donnaient physiquement et qui après ils galèrent. Exemple typique, ce que Jaden Hardy découvre cette année. Point of attack, c'est le porteur de balle, genre pick and roll, celui qui tient le ballon, celui qui va créer de l'attaque. Point of attack, c'est vraiment le mec créateur initial qui lance le pick and roll, ou qui va lancer la séquence offensive. C'est le premier mec qui a le ballon et qui va lancer l'attaque. Très souvent en pick and roll, mais même tu vois quand il y a un système, être capable de tenir le ballon et de pas se le faire choper globalement pendant qu'il y a un démarquage. Voilà, créateur principal. Voilà, vraiment le focus de l'attaque. Quand Pascal Siakam tient le ballon et qu'il y a des démarquages, des flops, etc., il est le point of attack. Après, quand il appelle la pick and roll, il est le point of attack. Mais être capable d'être le premier rideau défensif, tout simplement sur le porteur de balle. Merci, hein, j'ai reçu ton lien et je te mets ça. Et puis, bah écoute, touk. Oui, je vais accepter ici. Team Names, très joli chien en photo, donc je ne peux être que convaincu. Même si c'est Team Chat, je suis désolé. Mais très joli chien en photo qui donne un indice sur une des équipes. Alors je vous mets ça là. Et du coup je le prends ici. Donc vous avez le lien et vous pouvez remercier Chostigal du coup pour son quiz. Et comme ça vous pouvez pas m'accuser de manque de partialité. Donc voilà, vous avez les 6 conférences. Big 12, Big 10, Big East, Pac-12, ACC, Atlantic Coast et Southeastern. Alors, Southeastern, la SEC. Il faut trouver, je vous le mets ça ici, il faut trouver le nom de toutes les mascottes de toutes les équipes. Si vous voulez le faire de votre côté, vous me mutez. On a 10 minutes, on se retrouve dans 10 minutes. Si vous voulez le faire avec moi, en même temps, bah écoutez, vous me gardez dans votre compagnie et puis voilà, je vais les faire dans l'ordre. Le but, c'est pas de mettre des noms au hasard de mon côté, c'est vraiment de le faire pour chaque fac. Et des fois, vous allez voir, il y a des doublons. Il y a des facs qui ont le même nom, notamment. Il y a un mème qui existe sur les Simpsons où il dit est-ce qu'on est les Wildcats contre qui on joue les Wildcats parce qu'il y a beaucoup de Wildcats en NCAA. Voilà. Bon bah écoutez, on est parti. Top chrono. 3, 2, 1. Let's go. Alors Baylor. Bon, les champions à titre dans ma conférence, je peux pas les rater. Iowa State, pas de souci. Kansas. Donc vous voyez, je spoil pas à l'oral, hein, mais si vous voulez regarder sur l'écran, vous regardez. Kansas State. Donc on en a parlé. Ils sont là et vous avez vu d'un coup, je mets ce nom-là. Il y a 5 équipes sur les 6 conférences qui ont ce nom. Donc Oklahoma, ok. Oklahoma State, l'équipe de Kate Cunningham. Ok, Texas. Alors Texas, si vous n'avez pas le nom spécifique, c'est difficile. Vous avez ce logo, mais le nom, il est un peu particulier. Texas Christian, on l'appelle TCU pour ceux qui l'ont pas. Alors TCU qui a une mascotte, c'est la seule de toute la NCAA à avoir ce nom-là. Texas Tech, TTU, euh, équipe de Jared Culver. Alors pourquoi ça m'a enlevé le début, pardon. Entre autres, ou équipe de Mac McClung, ce genre de joueurs là qui se sont illustrés en NBA. West Virginia, donc WVU, dont ils sont sortis Deuce McBride ou Javon Carter juste avant. Alors, c'est quoi le problème? C'est que je sais pas écrire. La page ne répond pas. Ah, Houston, we've got a problem. D'accord, et puis en plus j'ai oublié le N ici, donc je sais vraiment pas écrire. Ok. Illinois,
Alors est-ce que tu veux le nom entier ou ça suffit, tu me dis? Ah oui d'accord, t'es chiant, faut que je te mette le nom entier. Ok. Indiana, équipe de la Depot et de Langston, Langford. Iowa comme le super-héros, chacun ses refs. Maryland, les petites tortues. Euh, Michigan, encore un super-héros. Michigan State, mon équipe de cœur de base. Minnesota, alors Minnesota, déjà faut savoir ce que c'est. Il ne faut pas oublier la couleur avant parce que vous êtes bloqué. Nebraska de Dalano Benton, coaché par Fred Hoiberg, légende du coaching NBA. Ohio State, équipe de qui je peux vous citer, notre ami Mike Conley, équipe que vous êtes dans la série Glee. Voilà, je lâche vraiment toutes les références possibles. Penn State, alors Penn State c'est pas un gros programme, donc pas facile à trouver si vous n'avez pas la ref, c'est difficile. Purdue. Alors avant Ivy, il y avait, donc on a dit tout à l'heure, Carson Edwards, Caleb Flanagan, etc. Rutgers. Euh, alors Rutgers, je connais aucun joueur NBA qui sort de Rutgers, mais j'en oublie forcément. Allez, tu peux le faire. Tu veux ton S? Tu veux ton S. Ok, on est un peu en retard, faut que je me regarde de parler et que j'écrive plus vite. Mais mon PC galère vraiment en termes de haut. Alors Butler, hop. Creighton. Allez. Euh, Georgetown, ok. Oh là là, c'est dramatique de taper avec ce PC là. Marquette, ok. Vu que tu sais pas écrire, imbécile. Providence, équipe de Chris Dunn entre autres. St. John, hop. Ok, Seton Halls. Xavier, non, un T, 2 E, merci. Arizona State, ah alors, ça c'est pareil, c'est les noms qu'on je sais jamais dans quel sens c'est, si c'est ça. California, ils font chier avec leur Golden à chaque fois, hein, putain. Colorado, Oregon, alors du coup, dis-moi que tu vas pas me demander ton fighting avant, non, c'est bon. Oregon State, ok, alors là je vais rentrer, vous allez voir, je vais rentrer Stanford et ça va être... Non c'est bon, c'est dans cet endroit-là. J'avais peur que ça mette celle de Louisville. UCLA. Oh là là, je vais pas avoir le temps de finir, faut que je m'accélère. Ah non, bah d'accord, là tu fais pas le golden, très bien. Fais chier. USC. Donc ça c'est USC, hein. Southern Carl c'est USC, l'équipe d'Evan Mobley, Utah. Hop, Washington. Hop. Washington State. Hop, l'équipe de Clay Thompson entre autres. Boston College. Alors, ok. Allez, on se dépêche. Hop. Tout. Georgia Tech. Il y a un S, très bien. Hop. Miami, équipe de Lonnie Walker. UNC à Chapel, il doit toujours plus. NC State, équipe de Denis Smith Jr. et du coup bientôt de Dereon Brown. Notre-Dame, ah dis-moi que tu vas pas me demander, eh ben si tu veux aussi forcément ton fighting, il faut qu'ils fassent tous la guerre, très bien. Je sais pas écrire donc c'est bien. Euh, Pittsburgh,
Oula, Pittsburgh, j'ai... Ah mais n'importe quoi, tu mets des bêtises. Syracuse, hop, ici. Virginia... Virginia Tech. Ok, Wake Forest. Alors Wake Forest, je la garde pour la fin parce que je sais jamais l'ordre et ça me saoule. Donc si je triche pas, c'est juste que je me le mets pour la fin, hein. Les chapeaux, là, ça me saoule. Hop, ici, Florida, du coup. Ici, Mississippi. Ah, merde, Mississippi, je l'ai plus. La honte. Hop, Tennessee. Texas A&M. Oula, Hugues, nul là. Ouh, t'es nul. Attends, je réfléchis. Merci. Mississippi. Mississippi. Oh le naze. Wake Forest alors. Alors non. Donc c'est lui qui a le S. Lui qui l'a pas. Alors non, c'est dans l'autre sens. Ok, c'est ça. Mississippi, 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 Mississippi. Un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi. Ah, attends. Non mais je l'ai déjà mis. Alors, non. Ça c'est Mississippi State. Mississippi. Ah, les bâtards. Pardon. Ok. En fait, c'est Ole Miss. Ouais, d'accord. C'est Ole Miss. Parce que j'ai fait la liste, en fait, pour vous dire comment j'ai fait la liste dans ma tête de toutes les équipes de la S ici. Et je trouvais pas Mississippi. En fait, c'est Ole Miss. Donc je me suis dit, il manquait celle-là. Et voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'ai fait le perfect. Il me reste 43 secondes au timer. C'est pas trop mal. Je m'en sors pas mal. Donc, bah, là, il vous reste à peu près une minute pour ceux qui l'ont fait de leur côté. Et puis, vous me dites combien vous avez fait. L'important, vous voyez, la moyenne, c'est 79%. Si vous en avez déjà pas mal, c'était bien solide, joli de vous. Alors, merci beaucoup. Je vais pas flex, hein, je vais pas flex là-dessus. Parce que d'une part, à force, enfin c'est les, comment dire, à force de regarder des matchs, forcément, bah ça rentre. À force de suivre des joueurs, de rentrer des fiches, bah ça rentre. Et puis moi, c'est un truc que j'aime bien ça. Autant Alan, il est hyper fort pour refaire toutes les drafts, trouver les joueurs, etc. et tout, c'est son truc. Autant les noms de fac, c'est plus le mien. Normalement, sur les 351 équipes de première division, je peux en trouver 200, 250 je pense. Donc les high major, si je fais en mettant juste tous les noms, si je fais pas fac par fac, mais je fais juste tous les noms que je connais, je les trouve quasiment toutes, je pense. Ouais, enfin, à force, on fait ça. Donc voilà. Mais c'est gentil de votre part. Après, moi, je vous avoue que dans ma vie de tous les jours, ça m'aide pas trop, hein. Je me dis pas, tu connais le nom de l'équipe de Virginia Tech? Non, haha, ça m'aide pas vraiment à briller en société. Ça me fait juste passer pour un gros nerd que je suis pour le basket. Donc voilà, tout simplement. Bon bah, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va se dire au revoir. Moi, ça fait combien de temps que tu suis la NCA? Que je la suis. La première fois que j'ai regardé de la NCA, c'est quand Fred Hoiberg devient le coach des Bulls.
parce que je veux regarder, il était à Iowa State, coach à Iowa State, et donc je voulais regarder comment il jouait. Et donc je suis allé regarder sur ce qu'il faisait en NCAA. Et j'ai commencé à m'intéresser là-dessus. Après, mon équipe, elle puait la merde. Du coup, je me suis dit, il faut que je regarde un petit peu ce qui va arriver. Et moi, avant, je faisais beaucoup de tactiques, de trucs dans le coaching et tout pour mes potes. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je regarde les nouveaux joueurs. Et je me suis mis à regarder. Et il y a notamment Miles Bridges en première année qui m'a fait kiffer de ouf. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais regarder tous les matchs de Michigan State. Et de fil en aiguille, ça s'est accentué. Donc, depuis que Miles Bridges est freshman NCAA, je regarde vraiment beaucoup. Et combien de temps que je fais du scouting report un peu sérieux, euh, 3-4 ans à peu près. Voilà, chaque année j'ajoute des trucs. Donc cette année c'est l'année où je suis le plus abouti. L'an dernier je trouve que j'étais déjà pas trop mal. Il y a 2 ans c'était sympa mais j'avais pas mal de lacunes. Et chaque année on rajoute des steps. Et chaque année je vois de plus en plus de joueurs, des automatismes et tout. Donc peut-être qu'un jour je vous dirai pas trop des conneries. Je t'imagine bien demander à tes élèves quelle est la mascotte de telle ou telle équipe. Ouais, tu sais, j'ai des flashcards, ça s'appelle. Donc je te montre l'image et hop, tu dois me dégainer tu vois, genre St. Devils, Arizona State, boom. Je les forme, je les forme. Ils sauront pas compter. Ils ont 5 ans, ils sauront pas compter, mais ils seront imbattables en NC et en mascotte. Voilà, j'ai des priorités. Je fais mon propre programme. C'est des écoles montées à chier. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Merci d'avoir été si nombreux jusqu'au bout. Pour ceux qui sont sur la team replay, ben merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. On se tient au courant sur les réseaux sociaux tous les jours. Envergure, un article Scouting Report par jour, ça continue, ça jusqu'à la fin de l'année. Et puis moi de mon côté, d'essayer de vous divertir de mon mieux, soit en live, soit en podcast. Il y a des podcasts qui vont arriver, soit sur Twitter. Donc n'hésitez pas à suivre notre aventure. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Et puis voilà, j'ai tout dit. Faire mon effort accroché, tout simplement. Ciao à tous.